Voilà mon unité dont je m'occupe. Donc, c'est une unité bien sympathique de 5 équipes. Moi, je m'occupe plus particulièrement de l'équipe biothérapie. Et je m'occupe également avec Véronique, ici, vous voyez Véronique Guionnet-Dupéra, est responsable d'une plateforme de vectorologie. Et donc, je m'occupe avec elle de cette plateforme. Alors, on a toujours été passionné par la thérapie génique. Je voulais juste montrer cette photo parce que je trouve que c'est un travail formidable qu'avait fait Alain Fischer et sur ses premiers succès de thérapie génique avec les vecteurs rétroviraux pour le traitement des enfants atteints de déficit en adénosine déaminase. Et donc, ce qu'on appelle les enfants bulles. Et donc, il y a un premier grand succès pour la guérison de ces enfants bulles. Alors, néanmoins, donc, et c'est un peu les objets de notre équipe de biothérapie, c'est que la thérapie génique additive classique par vecteurs rétro-lentiviraux a des limites. D'une part, premièrement, il n'y a pas de maîtrise du site d'intégration dans le génome, donc il y a des risques de génotoxicité que tu connais. Il n'y a pas de régulation physiologique du gène transféré. On apporte un promoteur, même si les tissus spécifiques, c'est un promoteur régulé, enfin, qui est régulé, mais qui est très condensé, qui n'est pas du tout la régulation physiologique qu'on peut avoir. Et puis, troisièmement, c'est peu applicable aux maladies héréditaires dominantes dues à des protéines anormales. Et donc, dans notre équipe, on s'intéresse à l'alternative à la thérapie génique additive classique. Alors, avec deux aspects, un dont je ne parlerai pas aujourd'hui, ce sont les cellules pluripotentes induites qui pourraient, par leur approche clonale, permettre de parfaitement caractériser le site de correction et ensuite de différencier ces cellules pluripotentes en cellules corrigées somatiques qu'on pourrait greffer. Donc, on avait pas mal travaillé là-dessus, sur un modèle de porphyrie, et puis sur un modèle de... On a essayé de prévenir également les risques de cette approche thérapeutique par la prévention des tératomes. Et également, on travaille sur des approches d'IPS pour les atteintes d'hyperoxylurie primaire. Mais là, j'ai choisi de vous parler de la technologie CRISPR-Cas9. C'est notre deuxième passion dans notre laboratoire. Et c'est un outil extraordinaire pour la thérapie génique, cette fois-ci non plus additive, mais aller corriger directement un gène. Alors, évidemment, la découverte, ce sont deux chercheuses, donc Emmanuelle Charpentier et avec l'américaine Jennifer Doudna à l'université de Berkeley. Ont publié en 2012 un article qui a fait qui a eu un grand succès. Et donc, c'était l'utilisation de ces CRISPR-Cas9, qui sont des systèmes de défense immunitaire des bactéries, et bien les utiliser pour faire un outil d'édition du génome. Et puis, il ne faut pas oublier le troisième dans la course, qui est Fan Zhang, et qui est un jeune prodige du Broad Institute, qui est affilié donc, au MIT, et qui, lui, a commencé plus tard, mais elle est tellement vite qu'il avait déposé un brevet sur les CRISPR en procédure accélérée, et il les avait coiffés sur bout. Alors juste, je ne vais pas rentrer dans les détails, bien sûr. Le CRISPR-Cas9, c'est une endonucléase, donc il y a des CRISPR, il faut dire Cluster Regulatory Interspace Palindromic Repeat. Ce sont des courtes séquences répétées palindromiques. Et donc, c'est finalement un outil de mécanique de défense des bactéries contre les phages. Et ici, vous voyez qu'il y a des séquences répétées. Ça ressemble un peu au système d'interférence ARN qu'on va trouver chez les eucaryotes. Et ici, vous avez, quand le phage, le virus, infecte la bactérie, eh bien, il injecte son matériel génétique et normalement, il va tuer la bactérie. Mais si la bactérie incorpore au niveau de ces spacers une partie du génome du phage, et bien ensuite, ça va être transcrit avec des formes d'ARN. Et donc, on va avoir une transcription et l'endonucléase Cas va cliver ensuite le matériel génétique d'invasion, donc le phage. Et donc, on va avoir un clivage. Et la bactérie va résister, puis ensuite va transmettre à sa descendance cet élément de résistance. Alors, c'est une découverte tout à fait exceptionnelle et il y a un engouement en biologie moléculaire et en biotechnologie qui est considérable, avec des publications de type exponentiel. Alors, en voyant un petit peu dans les détails comment ça fonctionne, en rappel, donc ici, vous avez en bleu présenté un ARN guide complémentaire de la cible.
et qui va amener cette protéine qui est présentée ici en rose, la protéine Cas9, l'endonucléase. Et ça, donc, c'est un guide, on appelle ça un ARN guide, parce que ça va guider cette protéine vers sa cible. Ici, donc, vous voyez, donc, le CRISPR va ensuite, il va y avoir une activité de scan de l'ADN et donc une activité hélicase de la Cas9 qui va faire que le système va s'hybrider de façon spécifique lorsque vous avez une séquence complémentaire à l'ARN guide. Et ensuite, c'est bien sûr une endonucléase, donc on va avoir un clivage de l'ADN pour faire provoquer une cassure double brin. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer après cette cassure double brin? On va donc créer une cassure double brin spécifique à un endroit donné. Alors, de deux choses d'une, soit vous n'apportez pas de matrice de réparation, et à ce moment-là, vous avez simplement une réparation par non-homologue unjoining, c'est-à-dire une correction non conservative avec des insertions et des délétions. Et ceci est extrêmement recherché dans les approches d'invalidation de gènes. Si vous êtes dans la séquence codante, vous allez créer des petites insertions ou des petites délétions, des frameshifts, donc des décalages de cadre de lecture. Et ensuite, donc, vous n'avez plus d'expression. Vous avez une protéine tronquée, donc vous faites un chaos de l'expression du gène. Mais si vous rajoutez une matrice de recombinaison homologue, soit une matrice double brin, soit aujourd'hui maintenant de plus en plus des matrices simples brin, eh bien vous allez avoir une recombinaison homologue et vous allez avoir donc une édition du gène. C'est plus compliqué, mais c'est extrêmement intéressant pour avoir une correction fine et très spécifique de votre transgène. Alors ici, je ne sais pas si ça va marcher. C'est juste un extrait une 3D de ce que je viens de vous dire exactement. Et donc, là, c'est le NHEJ avec des décalages de cadre de lecture. Ça, c'est la matrice de correction. Et ça, c'est tout à fait. C'était encore, on n'aurait jamais imaginé ça. C'est un peu de la science-fiction. C'est-à-dire qu'on va corriger à la base près une maladie génétique. C'est un outil tout à fait exceptionnel. Alors, ça, c'est la partie Cas9 avec la cassure double brin, soit simplement pour casser un gène, soit pour le corriger, comme je viens de vous dire. Mais c'est un véritable couteau suisse, ce CRISPR-Cas9, parce que vous allez pouvoir faire d'autres choses. Vous allez pouvoir le but, c'est finalement d'apporter cette protéine à un endroit précis du génome. Mais si vous rajoutez des méthylases ou des déméthylases, vous pouvez utiliser ce système pour jouer sur l'épigénétique. Vous pouvez également modifier les histones ou rajouter des activateurs ou des inhibiteurs et donc aller modifier l'expression des promoteurs. Donc c'est un outil tout à fait fantastique. Vous voyez là, et ce sont des approches qui se développent énormément. C'est la modulation épigénétique, donc soit apporter des méthylases, soit des méthylases. Ici, vous voyez donc ici donc l'acétylation, rapporter l'acétylation au niveau des nucléosomes pour provoquer la décondensation donc, des nucléosomes et permettre d'ouvrir des chromatines et donc augmenter l'activité transcriptionnelle. Et puis, vous pouvez directement, au voisinage des promoteurs, apporter des activateurs ou des inhibiteurs. Alors, encore mieux, finalement, au lieu d'aller faire une édition du gène et corriger à la base près grâce à un système de recombinaison, eh bien, on peut aller non pas remplacer la base, mais la corriger. Et donc, vous voyez, par exemple, c'est le système qui est très développé par Liu. Hein. Vous voyez le CRISPR-Cas9 sur lequel on a rajouté une enzyme qui est ici une cytidine déaminase. Alors, la cytidine déaminase, eh bien, elle va permettre de déaminer. Cette fois-ci, on va simplement modifier la base à l'état chimique. Donc, la cytidine va être déaminée pour former une uridine. Et ici, vous voyez donc l'uridine qui est donc va provoquer un mismatch. Et donc, une fois sur deux, eh bien, il va y avoir une réparation dans le sens d'un remplacement du G ici par un A. Et si on veut encore favoriser cette approche, eh bien, on peut encore, c'est encore plus astucieux, rajouter
ici un uricile glycosylase inhibiteur qui va permettre, parce que dans le mismatch, souvent la cellule va enlever cette uricile glycosylase inhibiteur dans le système BER. Eh bien, si on ajoute un inhibiteur, eh bien, la seule chose que la cellule va pouvoir faire pour le mismatch, eh bien, c'est de remplacer le G par un A. Et donc, il y a le même système avec les adénines base inhibiteur. Donc, je trouve ces technologies tout à fait fantastiques parce qu'on est vraiment à la correction chimique de la base. Alors, comment vectoriser? Eh bien, la vectorisation du système CRISPR-Cas9, eh bien, on va ajouter une protéine qui est la Cas9, on va faire rentrer un ARN guide, qui est le guide ARN, et ensuite on va atteindre le noyau pour faire la modification. Donc, c'est facile à produire, à designer, il y a un faible coût, et puis c'est extrêmement efficace et c'est très rapide. C'est pour ça le grand succès. Alors, avant de parler des applications médicales du CRISPR-Cas9, évidemment, il y a d'autres applications qui sont extrêmement utilisées, notamment dans le domaine de l'agroalimentaire, pour produire des espèces améliorées. Alors, ici, la résistance aux maladies, au niveau des plantes, des sojas qui vont produire des acides oléiques, par exemple des champignons ici que vous voyez qui ne peuvent plus noircir parce qu'on a modifié un gène qui entraîne le noircissement au moment de la maturation. Et il y a une certaine la notion des OGM, parce que il y a une bataille entre les Européens et les Américains, parce que les Européens considèrent que, évidemment, modifier, que ce soit par l'insertion d'un transgène ou bien par CRISPR-Cas9, eh bien, ce sont toujours des OGM. On modifie des organismes génétiquement modifiés. Mais pas du tout pour les Américains, parce que pour les Américains, la modification, un OGM, c'est simplement lorsqu'on rajoute un transgène qui n'existe pas dans la plante. Et ils vont dire, par exemple, si on fait une simple mutation d'un gène, eh bien, cette mutation pourrait survenir avec mais en très longtemps par des systèmes des tri végétaux et on attend la mutation. Donc finalement, on fait qu'accélérer un processus bien connu de tri des espèces en agro, dans le domaine des plantes. Alors ça, c'est bon. Alors ça, c'est évidemment, c'est un peu aussi une bataille économique. Alors pour les animaux, c'est tout à fait étonnant parce qu'il y a des modifications d'espèces, des moutons à poils longs, alors des vaches sans cornes. Et puis plus intéressant, c'est par exemple la modification de moustiques pour les rendre résistants au paludisme. On voit libérer dans la nature des moustiques résistants. Alors, encore plus discutable, évidemment, si on va faire, on mute le gène de la myostatine, eh bien, on peut transformer des animaux en animaux bodybuildés. Alors, ici, vous voyez par exemple un gentil petit chien, là, qui est un beagle, qui a été muté à l'état hétérozygote pour la myostatine, et vous en faites une espèce de molosse. Je ne sais pas trop à quoi ça va servir. Et puis ici, bien, on voit tout à fait le but de créer des animaux qui vont avoir une masse musculaire beaucoup plus grande. Ici, vous avez un publié qui a une mutation hétérozygote de la myostatine. Alors, quelle est la conséquence pour la qualité des veille animale et puis pour les consommateurs? Bon, ça, encore trop. L'application en infectiologie, alors maintenant on va passer sur des applications plus médicales. Eh bien, on peut invalider, par exemple, le gène CCR5, qui est un co-récepteur pour l'infection du VIH. Et si on mute ce CCR5 ex vivo, donc dans des lymphocytes, eh bien, on va permettre ensuite, dans les cellules souches, ensuite les cellules différenciées, eh bien, les lymphocytes ne pourront plus être infectés par le virus du VIH. Et c'est des approches ex vivo. Donc, on prélève les cellules souches, CD34, on va invalider ce CCR5 grâce à un système CRISPR-Cas9 et ensuite on les réinjecte. Donc il y a un essai clinique qui est en cours en Chine. Et puis également, on peut détruire le réservoir viral si on cible directement le provirus viral du VIH qui est intégré dans le génome. On pourrait aller casser et empêcher ce provirus de se réactiver et de créer des proliférations de virus.
Alors, des applications CRISPR-Cas9 en cancérologie, donc c'est assez nouveau, mais il y a évidemment des recherches très importantes. Invalider des oncogènes mutés, réparer ou activer des gènes suppresseurs de tumeurs. Et puis, par exemple, un exemple qui est déjà en clinique, c'est ici, c'est le système de l'invalidation dans les lymphocytes T du PD-1. Alors, PD-1, c'est un récepteur, c'est un gène particulier qui donc est une protéine de surface et qui va normalement se lier au ligand, à un ligand. Si le PD-1 est lié au ligand qui est des cellules périphériques, eh bien, il n'y a pas de cytolyse. Et s'il n'y a pas de ligand, eh bien, il y a une cytolyse. Évidemment, les cellules cancéreuses vont favoriser l'expression de ce ligand des PDA qui fait que finalement, bon, là, c'est un vol, le lymphocyte s'endort, donc il n'est pas actif. Alors, le principe, c'est finalement d'aller invalider ce PD-1 et pour rendre beaucoup plus agressif ces lymphocytes T. Et ce qui était fait, donc, un protocole clinique, c'est-à-dire le premier protocole clinique utilisant les systèmes CRISPR-Cas9 qui consistait donc à faire une édition donc, pour lutter contre une forme agressive de cancer du poumon à petite cellule. Alors, les approches, évidemment, la plupart des approches sont encore ex vivo, c'est-à-dire le principe, finalement, c'est qu'on va prélever des cellules, des lymphocytes T, des cellules souches hématopoïétiques. On va ensuite les infecter plutôt les modifier ex vivo grâce au système CRISPR et ensuite les réinjecter. C'est une approche ex vivo très classique. Ce qui est très en vue, c'est la correction, par exemple, génétique de la drépanocytose et bêta-thalassémie. Il y a énormément de papiers qui sont sortis, soit pour une correction directe des mutations de la gène de bêta-globine, soit donc ici pour réinduire l'hémoglobine fétale, et qui, comme vous savez, donc l'hémoglobine fétale va se constituer un facteur de protection contre les fonctions de précipitation au niveau dans la drépanocytose. Donc, dans la drépanocytose, vous avez une formation d'hémoglobine S qui précipite, et si vous réactivez ne serait-ce que 10% d'hémoglobine F, eh bien, vous allez empêcher cette précipitation. Donc, ça serait tout à fait extraordinaire, ça serait de réactiver grâce au système CRISPR. Alors, comment le réactiver? Eh bien, en allant invalider, par exemple, invalider un gène qui, normalement, un gène qui va coder normalement pour une protéine qu'on appelle BCL11A, et qui est une protéine qui permet le switch, vous savez, dans la différenciation au cours de l'ontogénèse, vous avez l'hémoglobine F qui va donner de l'hémoglobine A. Eh bien, ça, c'est dû à notamment un inhibiteur qui est le BCL11A qui se fixe sur les sous-unités sur les promoteurs, et donc il va bloquer finalement l'expression des gènes de gamma-globine. Et alors, l'idée est tout à fait simple. Si vous invalidez votre BCL11A en approche grâce à un système CRISPR-Cas9, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une levée de l'inhibition et donc avoir une réactivation de ces chaînes de gamma-globine. Et là, donc ça, c'est en 2018, il y a eu un accord FDA pour un essai clinique de phase 1-2 avec 90 patients au total, qui est piloté par CRISPR Therapeutics. Donc finalement, ça a été très rapide, en moins de 6 ans, donc entre la découverte en 2012 et finalement entre la découverte et le bedside. Alors, encore plus fort, on peut proposer maintenant des approches avec la modulation, cette fois-ci, du CRISPR-Cas9 in situ, c'est-à-dire au lieu faire une approche classique ex vivo pour les cellules dans un jet, cette fois-ci, on va injecter directement un virus ou la Cas9, tout simplement, qui va coder pour la modification. Et donc, il y a eu des premières études tout à fait spectaculaires, mais ça, c'est une maladie qui est quand même c'est un déficit en fumaryle acétate hydrolase. Donc, c'est un déficit d'une enzyme qui est très abondante dans le foie, dans les reins.
et puis qui entraîne des lésions hépatiques importantes. Eh bien, là, ça a consisté simplement à réinjecter la Cas9, le guide dirigé contre et du single cell DNA. Et donc, ça a permis donc de corriger cette enzyme. Et il y avait donc uniquement donc, 0,5% d'hépatocytes corrigés au départ, mais cette maladie a la particularité d'avoir un avantage prolifératif énorme des cellules corrigées. Et donc, en moins d'un mois, donc un tiers des cellules étaient corrigées. Et donc, la souris n'avait plus besoin de traitement. Donc, ça, c'est la première preuve de principe qu'on peut traiter une maladie génétique simplement par injection de CRISPR-Cas9 et aller corriger directement in vivo et donc pas par une approche ex vivo. Alors, il y a des études également sur la dystrophie musculaire avec des approches avec donc bien sûr du même type avec des AAV qui vont permettre l'excision, par exemple, de l'exon 23 dans la dystrophie. Alors, cette fois-ci maintenant en clinique, le premier protocole clinique d'approche in vivo avec les CRISPR-Cas9, c'est le protocole EDIT 101, et qui a pour but le traitement d'une amorose congénitale de Leber de type 10, qui entraîne donc cécité chez l'enfant, et des essais cliniques. L'essai clinique consistait à corriger, grâce à un AAV de type 5, une anomalie d'épissage. Donc, c'est une Cas9 qui est un peu particulière, c'est une staph dérivée du staphylocoque, c'est-à-dire elle est beaucoup plus petite, donc elle tient dans l'AAV5 qui a un problème de taille, de calculation, et puis sous un promoteur tissu spécifique, et deux ARN guides qui vont cliver entre un intron pour provoquer une délétion et faire une correction. Donc ça, c'est tout à fait remarquable. Alors, je vous ai cité les deux premiers protocoles, mais il y en a bien sûr énormément qui sont sur la liste, avec trois compagnies, CRISPR Therapeutics qui a été fondée par Emmanuel Charpentier, Editas par Fan Zhang, et puis Intellia Therapeutics qui a été fondée par Jennifer Doudna. Vous voyez, donc les inventeurs du CRISPR se sont placés dans des sociétés à but thérapeutique, à but commercial et médical. Alors, vous voyez toute la liste des maladies génétiques qui sont potentiellement intéressées par cette approche. Alors, j'aime bien parler de TGV CRISPR parce que c'est en 6 ans de la découverte à la clinique. Est-ce que ça ne va pas un peu trop vite de la science-fiction à la science? Et finalement, il y a un engouement extraordinaire, mais attention, il y a aussi quelques crispations. Et la plus choquante, c'est la naissance de deux jumelles génétiquement modifiées, Lulu et Nana, appelées Lulu et Nana, par Dr. I, et qui a fait, en dehors de tout cadre légal, et c'est tout à fait choquant, ça m'a particulièrement choqué quand j'ai appris ça, une modification du CCR5, non pas par une approche somatique, comme on a vu tout à l'heure, et qui était tout à fait acceptable sur le plan éthique, mais là, cette fois-ci, c'est directement aller modifier les embryons réimplantés. Alors, en plus, seules certaines cellules ont été modifiées, donc c'était à l'état hétérozygote, donc il n'y avait même pas de bénéfice clinique. Ça a été fait en dehors de tout cadre légal, de toute autorisation, comité d'éthique, même les patients n'étaient pas au courant. Voilà, donc c'est tout à fait choquant, et ça, c'était une première crispation qu'on a pu voir avec et puis on pense bien sûr ça fait toujours un peu peur de penser à l'eugénisme et l'amélioration de l'espèce. Alors ça, c'était avant, donc d'Alain Fischer, ce qui serait problématique, ce serait de modifier le patrimoine génétique germinal qui est transmis à la descendance. Ce serait d'une façon toucher au patrimoine génétique de l'humanité. Ça, c'était avant, bon, maintenant, c'est fait. Et puis, voilà, donc ça, c'était le texte qui a été publié en réponse dans le site de la Société européenne ESGCT de thérapie cellulaire et génique, qui s'opposait complètement à cette façon de procéder et qui est tout à fait éthiquement inacceptable. Alors, première crispation. Alors, il faut aussi penser que ce n'est pas un système parfait. Alors, il y a ce qu'on appelle les effets off-target. Donc, on peut avoir une génotoxicité off-target.
ici, vous voyez donc la cible, et c'est hors cible, bien sûr. Comment ça se passe, une off-target? Eh bien, le système n'est pas si spécifique que ça. Vous voyez, donc on a une complémentarité de sites ici de 18 bases, mais ça peut accepter à deux mismatchs, et donc finalement aller couper à un endroit non voulu du génome. Alors, les coupures peuvent être dangereuses parce que ça peut soit invalider des gènes non souhaités, soit provoquer des instabilités géniques. Alors ça, c'était une approche un petit peu particulière. C'était une approche si on utilise plusieurs coupures, eh bien, on peut également, mais ça c'est volontaire, aller couper et faire une perte de chromosomes entiers. Donc, c'est deux papiers qui sont sortis de Zuo et puis ensuite de Adikuzuma. Et donc, ça a été de créer une souris modèle avec un syndrome de Turner, donc X0, et puis également, cibler le chromosome Y. Et puis, deuxième approche a été, mais ça se voudrait thérapeutique, c'est d'aller détruire un des chromosomes 21 surnuméraires dans la trisomie 21. Mais sachez qu'il est possible de détruire un chromosome lorsqu'on fait plusieurs coupures dans un chromosome. Vous voyez la puissance du système. Et puis les effets off-target, je vous disais, on peut aller invalider un gène, mais le plus embêtant, c'est surtout d'aller créer des anomalies chromosomiques. Et ici, c'était publié par William Park, qui démontre que finalement, lorsqu'on a ici, vous voyez, donc ici c'était en cible sur le gène de bêta-globine, mais il y avait une autre cible off-target avec deux mismatchs, mais ça suffit quand même pour cliver. Et ce qu'ils ont observé, c'est qu'il y avait soit des délétions chromosomiques, soit des inversions. Donc dans les deux cas, des off-targets sur le même chromosome, c'est extrêmement dangereux parce que ça peut provoquer donc, des délétions ou des inversions. Donc ça, c'était un des approches tout à fait inquiétantes. Alors, comment lutter contre ces off-targets? Eh bien, la première approche qui a été imaginée, c'était par toujours Panzang, qui était, c'est tout à fait ingénieux, c'est au lieu d'utiliser une cassure double brin, eh bien, on va utiliser deux CRISPR simple brin, vous voyez, donc avec deux NICA, c'est-à-dire au lieu de casser les deux brins, on coupe simplement un brin, on va muter un des deux centres de clivage de l'ADN dans le CRISPR. Et comme si c'est suffisamment proche, eh bien, ces deux simples NICAS vont créer deux cassures simples brins, mais si elles sont très proches, ça va constituer un équivalent de double brin, mais avec une spécificité qui augmente d'un facteur 1000 à peu près, puisque la probabilité pour avoir deux off-target proches est extrêmement faible. Donc ça, c'était la première. Alors, plus tard, toujours Fansang a publié à nouveau un travail pour rationaliser les nucléases et améliorer la spécificité. Ici, vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure de l'activité hélicase de la CRISPR-Cas9, et vous voyez, l'activité hélicase, vous voyez, donc ici, vous avez les sites des phosphates négatifs. Eh bien, l'activité hélicase, elle est permise par la présence de sites d'acides aminés basiques qui sont chargés positivement et qui vont tirer finalement sur un des brins pour permettre l'entrée du CRISPR-Cas9. Eh bien, l'idée est tout à fait géniale de Zhang, c'était de se dire finalement, si on baissait cette activité hélicase, eh bien, il y aurait plus de difficultés à l'incorporation du guide ARN, et s'il y avait plus de difficultés à l'incorporation du guide, eh bien, on va être plus spécifique. Et ça, je vous montrer parce que c'est quand même quelque chose qui est tout à fait d'école. En fait, vous voyez, ils ont ciblé par exemple le VEGF de type A, et puis ils ont pris une série de guides avec deux mutants à chaque fois, du 5' au 3'. Et ici, donc, ils ont mesuré la puissance de coupure des Cas9 avec ces mutations. Eh bien, on se rend compte que dans la wild type, eh bien, quelles que soient les mutations en début en partie 5', et vous voyez que vous avez toujours de l'indel et des coupures. Par contre, en 3', vous n'avez plus de coupure, donc démontrant la spécificité en aval. Mais ici, donc, vous voyez que la Cas9 ordinaire n'est pas spécifique, elle accepte des mismatchs en début en 5'. Eh bien, l'idée, c'est de muter soit un acide aminé basique, soit deux, soit trois. Eh bien, vous voyez, la non-spécifique Cas9, vous voyez qu'elle n'a quasiment pas perdu en efficacité. On est passé de 40 à 25, c'est quasiment
pareil, elle coupe toujours, mais par contre, elle est extrêmement spécifique. Vous voyez, dès qu'on a une mutation hors cible, eh bien, elle n'est plus capable de couper. Donc, ça, c'est une amélioration étonnante et c'est un progrès pour la thérapie qui est vraiment important parce que les effets off-target étaient un vrai problème. Alors, je vais passer à la deuxième partie et je vais vous parler un petit peu de ce qu'on a fait dans le laboratoire, une partie de nos travaux sur les CRISPR-Cas9. Alors, comme tous les généticiens, on s'intéressait donc à une maladie génétique. Et nous, donc, on s'intéresse aux porphyries, et notamment une porphyrie qui est extrêmement grave, qui est la porphyrie érythropoïétique congénitale. Alors, elle est liée à un déficit d'une enzyme, d'un gène, d'un gène qu'on appelle UROS, urosynthase, et qui est, donc, on a ciblé l'exon qui était le plus fréquent pour cette maladie génétique. Et donc, eh bien, on voulait faire cette fois-ci de l'édition. On ne voulait pas casser le gène, bien sûr, on voulait corriger le gène de façon extrêmement précise. Donc, ce qu'on a fait d'abord, on est parti sur des cellules normales, et puis on a ciblé l'endroit où il y a cette mutation, et puis et je vous conseille, si vous faites des études, de rajouter un site de restriction qui soit non codant. Alors ensuite, donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, c'est la biosynthèse de l'hème. On part des porphyrines. Ici, vous voyez, donc, on est au niveau des porphyrines. Et cette enzyme de biosynthèse de l'hème, ici, UROS, si elle est invalidée, eh bien, il y a une accumulation de porphyrine de type 1 et ça se traduit par des accumulations de fluorocytes. Alors, c'est bien sûr un problème pour la maladie, parce que ça entraîne des lésions cutanées, ce sont des composés extrêmement photosensibles. Mais ce qui est très intéressant, simplement comme outil finalement, c'est que dès qu'on invalide cette enzyme, eh bien ça va se traduire par une accumulation de cellules fluorescentes. Donc on va voir tout de suite par fax, tout simplement, et on voit si l'enzyme est invalidée. Donc c'est un modèle extrêmement intéressant pour voir la fonctionnalité du gène. Alors ici, vous avez, ici on est parti de cellules HEK toutes simples, déficientes pour P53, et les trisomiques. Et puis on a d'abord regardé si on avait une génotoxicité on target au niveau du nucléotide, puis on a regardé l'étude fonctionnelle. Alors ici, vous voyez, c'est très pratique ce site de restriction parce qu'on peut faire de la RFLP, c'est-à-dire on peut simplement, vous faites une PCR et ensuite vous le passez en capillaire pour détecter les fragments. Et vous voyez donc ici, vous avez par RFLP, on peut mesurer tout à fait l'efficacité de la correction génique. Et quand on a ensuite passé nos produits de PCR par NGS, on s'est rendu compte que finalement, effectivement, on était très content. On avait ici, par exemple, 34% d'HDR, donc 34% de correction, mais on avait également 60% d'insertion des lésions sur les autres allèles. Et donc, l'HDR sur un DEL ne représentait que 0,5. Et on s'est demandé finalement, est-ce que ceci va se traduire par un déficit fonctionnel? Eh bien oui, vous voyez ici, on a les cellules éditées, eh bien elles ont effectivement eu une correction, mais également une invalidation pour certaines des 3 allèles. Donc vous voyez donc la difficulté de faire une correction génique par édition avec le risque d'aller modifier l'allèle normal et finalement risquer plus que la correction. Alors ça, c'est ces effets on-target et la génotoxicité on-target à l'échelle du nucléotide. Donc on a un HDR sur un DEL. Ce qu'on espérait, c'est ici l'HDR, mais de temps en temps, on a des indels qui sont délétères et qui vont entraîner une perte de fonction. Mais et là, en faisant ce travail, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres formes de génotoxicité. Alors, récemment décrite, ça a été publié par Kozicki, donc en 2018. On a donc en faisant des PCR long range PCR, il s'est rendu compte Kozicki que finalement on parlait que des délétions de quelques bases. En fait, c'est parce qu'on regarde pas. On regarde pas, on peut pas le voir. Et en fait, en faisant des long range PCR, il s'est rendu compte que lorsqu'il y avait quand on ciblait CRISPR, de temps en temps, on faisait également de très grandes délétions.
Et puis, il y a également la génotoxicité on-target à l'échelle de la mégabase. Et ça, c'est Adikuzuma en 2017 qui a montré qu'il y avait deux coupures sur un même chromosome, et bien on pouvait avoir des inversions et des délétions. Donc, finalement, nous, on s'est intéressé à cette approche et on a voulu voir s'il y avait des anomalies de grande taille. Et donc, d'abord, est-ce que on pouvait avoir des pertes du chromosome entier lorsqu'on faisait une cassure Eh bien, pour cela, on a pris une sonde subtélomérique du chromosome 10 et puis on a coupé ici, donc en 10q26, et puis on a regardé le nombre de signaux, 4 signaux, 3 signaux et 2 signaux, parce que c'est une lignée, bien sûr. Eh bien, on s'est rendu compte qu'elle soit traitée ou par la nucléase, on n'avait absolument pas de perte significative des chromosomes. C'est une bonne chose. Et on a vu le voir un peu plus précisément si on avait des cassures uniques. Et donc, un peu plus petites. Donc, on a mis deux sondes de part et d'autre du site de coupure, une sonde verte en amont et rouge en distal télomérique. Et bien ici, par fiche, on s'est rendu compte, et là on a été très étonné, qu'il y avait 10% de plus de sondes avec perte chromosomique en délétion. Alors la question, ce qu'on pouvait se poser, est-ce que c'était une délétion qui allait jusqu'au télomère ou bien c'était une délétion interne jusqu'à la sonde? Et donc pour ça, on a pris une sonde plus lointaine, on a pris une sonde d'un côté du bras et de l'autre, du bras court et du bras long, et on a refait les mêmes types d'expériences. Et on s'est rendu compte que cette fois-ci, c'était bien une délétion terminale, puisque on avait toujours plus de 10% de cellules qui avaient été tronquées après CRISPR-Cas9. La délétion était terminale, on a voulu la confirmer quand même et identifier le point de cassure. Et donc, on a sous-cloné les clones et ensuite on a regardé. Et là, vous voyez ici, les CGH arrêts montrent tous une délétion terminale, et ceci à partir exactement du point de cassure du gène UROS. Donc, ça, c'était tout à fait inquiétant. Et on s'est dit, finalement, ce sont des lignées cancéreuses, donc peut-être qu'elles sont beaucoup plus fragiles au niveau de leur extrémité chromosomique. Qu'en est-il des cellules primaires? Donc, on a pris des fibroblastes, et puis on a pris des fibroblastes immortalisés, donc exprimant donc le HTERT, et puis des immortalisés et invalidés pour P53. Et on a comparé les délétions terminales. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas voir de délétion significative, et il y a quand même des limites de détection pour la fiche, lorsque les fibroblastes étaient tout à fait normaux. Lorsqu'ils sont immortalisés également par HTERT, on n'a pas vu vraiment de différence significative. Mais par contre, si c'est invalidé en plus pour P53, exactement les mêmes, eh bien on voit qu'on a 7%, plus de 7% de délétion terminale. Donc on a démontré clairement que cette délétion était sous le contrôle de P53, et pour les cellules primaires, c'était inférieur au seuil de détection. Donc ça, c'est la conclusion. Absence de cassure double brin, absence d'insertion et de délétion terminale. Et donc finalement, on s'est demandé si l'utilisation non pas d'une nucléase mais d'une nicase pourrait prévenir ces risques. On a regardé donc cette nicase. Et donc, cette fois-ci, avec une cassure simple brin, on a procédé de la même manière. On a apporté une matrice de recombinaison. Et donc, à partir de wild-type HEK, on s'est rendu compte qu'on était capable de produire 2,5% des cellules éditées. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'on avait un ratio de HDR sur un DEL de 2,19, c'est-à-dire beaucoup plus efficace. Et on a étudié la fonctionnalité par UROS, par cytométrie en flux. Et là, donc, très bonne nouvelle, la nicase ne produit aucune altération des fonctionnels. Alors, on a voulu voir également, confirmer que s'il n'y avait pas d'atteinte de cassure nucléase, eh bien non, il n'y avait rien de vraiment significatif. Il n'y avait pas d'augmentation significative des délétions chromosomiques lorsqu'on utilisait la technique. Donc 2,5%, ce n'est pas beaucoup, donc on a cherché à améliorer le système. Qu'est-ce qu'on a fait comme optimisation? D'abord, on a multiplié par 10 la matrice, et à ce moment-là, ça a été beaucoup plus efficace. Et puis, on a stabilisé la matrice, parce qu'on pensait que c'était un problème de stabilité de la matrice qui faisait que l'efficacité est plus faible. Donc, on a stabilisé la matrice avec un modificateur en ferrochrome Alexa 647. Et cette fois-ci, vous voyez, on est arrivé jusqu'à 26%.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme optimisation? Regardez par NGS les différences entre le HDR et le par nicase et par nucléase. Ici, vous avez bien sûr un meilleur HDR, mais vous avez énormément d'indels. Tandis qu'ici, c'est très propre et vous n'avez pas d'indels. Et ça veut dire qu'on peut faire finalement des approches itératives, parce que ici, on ne peut plus rien faire d'itératif, parce que soit c'est du HDR, soit c'est de l'indel. Donc, on a fait plusieurs cycles itératifs. Et là, vous voyez ici, à chaque cycle, on a une augmentation du pourcentage de modifiés jusqu'à 35%. Donc, on arrive à un même niveau d'efficacité avec des transcriptions itératives, mais évidemment, avec beaucoup plus un ratio beaucoup plus élevé d'HDR sur un DEL. Par exemple, de faire une modélisation de notre porphyrie érythropoïétique congénitale. La modélisation, bien, on est parti de cellules normales, et puis cette fois-ci, on a mais fait une mutation donc, avec la nicase pour non pas avoir une cellule modifiée par un HEJ, mais une cellule réellement modifiée en créant la mutation spécifique. Et vous voyez ici, donc, on a rajouté un oligonucléotide qui porte la mutation qui entraîne les porphyries. Et donc, on a obtenu un clone homozygote C217T grâce au système HEK. Ceci, on l'a en le tri. Donc, on a trié ces cellules et on avait donc cette fois-ci, vous voyez, donc une mutation très propre, C217C au niveau génétique et avec une fonctionnalité absolument nulle, donc plus d'expression et 98% des cellules fluorescentes puisqu'il y a un normal, puisqu'il y a un déficit. Donc, l'activité UROS est abolie. Alors, pour faire la preuve de principe, on peut faire la mutation homozygote et puis on peut corriger, hein, c'est ce qu'on a fait également. Donc, cette fois-ci, même chose, mais cette fois-ci, alors, il faut avoir un guide qui porte cette fois-ci le site de restriction SAC1, et puis on va remettre un T. Et de cette manière, on va avoir une fonctionnalité normale. Donc, c'est un système qui va permettre, après tri, de récupérer une fonctionnalité normale. Donc, c'est la preuve de principe de la correction génique. Voilà, donc en fait, au niveau génétique, on a eu donc cette fois-ci, donc en triant la population normale, non fluorescente, eh bien, on avait une population qui était corrigée, donc HDR 50. Alors, si on regarde un peu dans les détails, on a eu quelque chose un petit peu étonnant, c'est qu'on avait une correction génique efficace. Un détail près, c'est que finalement, on avait une fonctionnalité du ROS qui était de 30%, alors qu'on avait un niveau génétique, on avait une correction de 50%. Alors, ça nous a paru un peu bizarre et on a fait une fiche et on s'est rendu compte que finalement, ici, vous voyez 3 allèles dont un corrigé, c'était notre hypothèse, alors qu'ici, on avait 2 allèles dont un corrigé au niveau génétique. Il y avait une discordance et on a regardé par fiche et on s'est rendu compte finalement qu'il y avait bien une délétion terminale d'un des allèles. Et finalement, qu'est-ce qu'on avait? On avait un homozygote de C217C et une délétion terminale du troisième allèle. Donc, même avec la nicase, même si c'est extrêmement rare, là, c'est le système de sélection qui a renforcé le système, mais même la nicase est capable de provoquer une troncature terminale dans des lignées cellulaires. Donc, dans des fibroblastes normaux ou immortalisés, on n'a pas observé de délétion terminale. Alors, la question scientifique, c'est de savoir est-ce que ces délétions terminales n'existent pas ou la fréquence est sous le seuil de sensibilité de la fiche qui est de 1 à 2%. Alors, pourquoi s'intéresser évidemment à un événement si rare? Eh bien, c'est parce que, par exemple, là, on va perdre quand même 43 gènes, dont 7 suppresseurs de tumeurs, 7 proto-oncogènes. Personne ne peut dire, quand on perd 7 suppresseurs et 5 proto-oncogènes, qu'est-ce qui est la résultante au niveau de la prolifération. Peut-être qu'on peut avoir un avantage prolifératif et ça peut avoir des conséquences majeures. Mais pourtant, on n'a pas de système de détection assez fin pour détecter ce système. Alors ici, c'est notre équipe en particulier, Aurélie Baudel qui a énormément participé à ce projet. Et puis ici, donc, on a des nouveaux thésards qui travaillent sur une autre approche de CRISPR-Cas9, sur un autre gène. Et puis, donc, ça, c'est le groupe de Sandrine Daberna qui travaille plus, justement, parler sur le cancer. Et puis, Emmanuel Richard, lui, et son groupe, qui travaille plus sur
d'autres maladies génétiques hépatiques, donc les peroxaluries, mais également qui travaillent beaucoup sur les porphyries. Et puis, bien sûr, on est financé notamment par l'AFM, que je voudrais remercier. Et puis, on travaille beaucoup avec les généticiens qui, Jérôme Boutin, donc, qui nous permettent d'avoir accès à des outils extrêmement performants d'analyse génétique.